ciel pour former un groupe séparé des étoiles environnantes. Mais aujourd'hui, on entend le plus souvent comme étoile double un système composé de deux étoiles, mais qui sont liées par les forces de gravitation. Et ces deux étoiles tournent autour de leur centre de masse, c'est-à-dire autour de leur centre de gravité. Alors, au niveau du vocabulaire, on préfère réserver le nom de binaire aux étoiles doubles qui sont liées physiquement par les forces de gravitation et appeler couple optique, finalement, les étoiles qui paraissent doubles, mais leur duplicité est finalement due simplement à un effet de perspective. Alors quand on découvre une étoile double, on ne sait pas a priori si on a affaire à un couple optique ou à un couple physique, c'est-à-dire à une binaire proprement dite. C'est simplement en l'observant par un certain nombre d'années qu'on arrive à voir si les deux étoiles sont liées physiquement. Alors ici, à titre d'exemple, il y a une étoile double 95 Hercule séparée à 6,3 secondes de degré, et puis là, pi de l'aigle séparé de 1 seconde et demie. Alors la formation des étoiles doubles. On a pensé que deux étoiles pouvaient s'approcher l'une de l'autre et puis se mettre en orbite l'une autour de l'autre. En fait, ce scénario est tout à fait improbable. C'est-à-dire qu'il faut que l'une des étoiles perde de l'énergie. C'est-à-dire quand il y a une étoile qui s'approche d'une autre, elle accélère, passe à côté, bon, si il y a collision, le problème est différent, passe à côté, et puis ensuite s'en éloigne et ralentit. Pour que l'étoile qui s'approche, les deux étoiles qui s'approchent puissent se mettre en orbite l'une autour de l'autre, il faudrait qu'il y ait un troisième corps qui freine les deux étoiles de façon à ce qu'elles puissent se faire, récupère le supplément d'énergie. Finalement, le scénario le plus probable est celui de la condensation d'un nuage de gaz et de poussière. Alors, ce qui fait qu'on peut avoir des étoiles doubles, triples, quadruples et multiples d'une manière générale. Donc ce qui est intéressant, c'est que les étoiles qui sont formées dans le même nuage ont le même âge. Donc on va pouvoir suivre l'évolution, comme ça, d'une, de deux, trois ou quatre étoiles qui sont nées en même temps. Et on va s'apercevoir que leur évolution dépend essentiellement de leur masse. Alors l'intérêt de l'étude des étoiles doubles, ils sont multiples, mais là, il y en a quatre principaux. Ce sont des étapes essentielles dans la détermination des masses des étoiles. Finalement, il n'y a pas d'autre solution pour peser vraiment les étoiles. Il faut qu'elles soient doubles. Comparer, je le disais à l'instant, des étoiles qui ont le même âge, comparer leur évolution. Ensuite, vous avez des phénomènes qui ne se produisent que dans des étoiles doubles, c'est le cas des explosions de nova. Et puis enfin, tester la validité de la théorie de la gravitation. Alors il faut savoir que bon, les statistiques ne sont pas récentes, mais elles datent de quelques années, mais on pense qu'il y a à peu près un peu plus de 80% des étoiles qui sont doubles. Donc finalement, une étoile simple comme le Soleil, c'est finalement moins courant. Alors, l'orbite d'une étoile double. Alors, sur ce schéma, j'ai tracé... Alors, les deux étoiles tournent autour d'un centre de masse, et dans un repère lié au centre de masse des deux étoiles, les trajectoires sont des ellipses. Et, bien entendu, les dimensions de l'ellipse sont en fonction de la masse des étoiles. Alors, ces deux ellipses, ces deux trajectoires elliptiques, leurs proportions sont dans le rapport inverse ici de la valeur de la masse. Le plus souvent, les duplicites, ceux qui s'occupent de mesurer les étoiles doubles, rapportent le mouvement de l'une des étoiles par rapport à l'autre, et non pas leur centre de masse qui est difficile à repérer. Alors, dans ce cas-là, on a aussi la trajectoire, cette fois-ci non plus absolue, mais relative de B par rapport à A, une ellipse, qui se déduit de la précédente par un rapport de Motesi qui est indiqué ici. Enfin bref, de toute façon, la trajectoire d'une étoile double par rapport à sa compagne est une ellipse. Alors, on classe finalement les binaires en fonction des moyens qu'on a utilisés pour les étudier. Alors, les binaires qui sont très séparés, qu'on étudie au télescope avec un micromètre,
sont qualifiés de binaires visuels. Les binaires astrométriques, qui utilisent des moyens interférométriques, feraient partie aussi des binaires visuels. Et puis, on trouve des binaires spectroscopiques. C'est à ce moment-là qu'on arrive à déterminer les caractéristiques de leur trajectoire en étudiant le spectre de chacune des deux étoiles. Et enfin, dernière catégorie, les binaires à éclipse. Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette division quand même là est tout à fait artificielle. Parce qu'on a des binaires visuels qui sont aussi spectroscopiques, des binaires à éclipse qui sont également spectroscopiques. Donc il y a des binaires qui appartiennent à 2 ou 3 classes. Alors le problème de l'astronome, c'est de déterminer l'orbite relative apparente. Alors relative, pourquoi? Parce que par rapport de l'étoile secondaire par rapport à l'étoile primaire, et apparente parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est la projection de l'orbite réelle sur le plan du ciel. Alors le problème qui va se poser, lorsqu'on aura déterminé la projection de l'orbite relative apparente, c'est-à-dire de l'orbite dans le plan du ciel, c'est de déterminer l'orbite réelle par des méthodes de calcul ou des méthodes géométriques. Alors ce que va mesurer l'observateur d'étoiles doubles, c'est l'angle de position de la projection de l'étoile secondaire sur le plan du ciel par rapport à la direction du nord, c'est-à-dire l'angle θ qui est ici, et il va mesurer également la séparation angulaire des deux étoiles, autrement dit le rayon ρ, il le mesurera en secondes de degrés. Alors, j'ai représenté ici ce qu'on peut voir dans le champ d'une lunette. Donc, l'étoile principale A, c'est généralement la plus brillante, qu'on appelle A. L'étoile secondaire B. Et le nord ici est en bas. On divise le champ en 4 cadrans et on mesure la position, l'angle θ, dans le centre trigonométrique. Alors on verra, vous verrez tout à l'heure avec Pierre Durand comment on effectue concrètement ces mesures. Alors voici par exemple l'orbite apparente relative d'une étoile particulière BU 733 AB. Alors ici c'est l'orbite relative apparente que vous avez. C'est-à-dire que A, là, sur cette figure, n'apparaît pas au foyer. Puisqu'en fait, la trajectoire est vue en projection. Alors tous les petits points, les petites croix vertes que vous voyez là, sont issus de mesures qui ont été faites au micromètre infini. Et tous les points bleus sont issus de mesures faites par interférométrie. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus proches de la trajectoire finalement calculée. Alors la période de cette étoile est de presque 27 ans. Alors le problème, une fois qu'on a déterminé l'orbite relative apparente, c'est de remonter à l'orbite relative réelle. Alors ça peut être fait par le calcul, comme je disais, ou par des méthodes géométriques. Alors, naturellement, puisque ce sont des angles qu'on mesure, c'est-à-dire que le demi-grand axe de l'ellipse, on va l'avoir en seconde d'arc et non pas dans une unité de longueur. Donc on aura l'orbite relative réelle à un facteur d'échelle près. Pour avoir des dimensions réelles, il faut connaître en plus la distance à laquelle se trouve le système de la Terre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en projection, la loi des aires se conserve, c'est-à-dire que pendant des temps égaux, le rayon vecteur balaye des surfaces égales. Et cette loi se conserve en projection. Il y a un autre point qui se conserve aussi, c'est le centre de l'orbite apparente, qui est la projection du centre de l'orbite réelle. Par contre, ce qui ne se conserve pas, c'est que le foyer de l'orbite apparente n'est pas le foyer de l'orbite réelle. Alors le problème, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'arriver à trouver la somme, les masses de chacune des deux étoiles. Alors la troisième loi de Kepler permet de déterminer la somme des masses. Alors ici, dans cette relation,
A représente le demi-grand axe de l'ellipse. P, c'est la période de révolution de l'étoile. Donc mu, c'est la masse réduite. Alors cette masse réduite dépend de l'orbite qu'on va étudier. Soit il s'agit de l'orbite de A par rapport au centre de masse, dans ce cas la masse réduite prend cette forme-là. Soit il s'agit de l'orbite de B par rapport au centre de masse et la masse réduite prend cette forme-ci. Mais en général, le plus souvent, on a affaire à l'orbite de B par rapport à A. Et la masse réduite, dans ces conditions, c'est celle-là. Donc, la loi de Kepler qui affirme que le cube du demi-grand axe divisé par le carré de la période est constant permet de trouver la somme des masses et non pas les masses individuelles. Alors, le problème, comment faire lorsqu'on a la somme des masses pour avoir la masse individuelle? Alors la détermination des masses individuelles est un peu plus délicate. Si le couple d'étoiles est assez proche de nous, de l'observateur, dans ce cas, par des méthodes photographiques, mouvement des étoiles A et B par rapport au fond du ciel, on arrive à déterminer des trajectoires absolues, c'est-à-dire par rapport au centre de masse. C'est-à-dire on arrive en fait à déterminer la position du centre de masse, et partant de là, ici, on a le rapport des masses. Connaissant la somme, on a les masses individuelles. Mais cette façon de procéder s'applique simplement à des étoiles très proches. Par contre, il y a une méthode beaucoup plus puissante, c'est celle qui consiste à utiliser les vitesses radiales. Alors, sur ce dessin, dont la figure est un peu complexe, on voit le plan des orbites VL, le centre de masse du système. Alors, l'observateur se trouve ici. Alors, ce qu'il faut remarquer sur cette figure, c'est que la direction d'observation, en général, n'est pas perpendiculaire au plan des orbites réelles. Alors là, j'ai représenté la vitesse de la composante A par rapport au centre de masse. Bon, ce vecteur vitesse est en tangent bien sûr à la trajectoire. Même chose pour la vitesse de B, qui se trouve, la vitesse de B par rapport au centre de masse G, se trouve dans le plan des orbites réelles, dans le plan de la trajectoire. J'ai représenté ici la projection de cette vitesse sur la direction d'observation, ce qui donne, pas tout à fait la vitesse radiale, mais la composante radiale de cette vitesse. Même chose pour l'autre. La composante radiale de la vitesse de 1 par rapport au centre du masse, elle est ici en rouge. Le problème, c'est que le système lui-même, ou le centre de gravité du système, est animé par rapport au Soleil d'une certaine vitesse également. Bon, la vitesse du centre de gravité, du centre de masse, je l'ai représenté ici. La vitesse systémique est la projection de la vitesse du centre de masse sur la direction d'observation. Donc finalement, la vitesse radiale d'une étoile, c'est la somme de la projection ici de sa vitesse par rapport au centre de gravité, augmentée de la vitesse systémique. On peut donc à partir de là tracer la courbe de vitesse radiale de A et la courbe de vitesse radiale de B. La vitesse radiale de B par rapport à un observateur terrestre, c'est ce vecteur bleu là plus le vert. Pour l'autre, c'est ce vecteur vert plus le rouge qui est ici. Alors si on trace les courbes de vitesse radiale, on obtient des courbes périodiques comme celle-ci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'amplitude de ces courbes, ou le rapport d'amplitude de ces courbes, est dans le rapport inverse des masses. Alors ici, j'ai fait le tracé dans le cas où la vitesse systémique est nulle. C'est-à-dire, j'ai supposé la vitesse du centre de gravité nulle par rapport à la Terre. Si ce n'est pas le cas, bien simplement, ces deux courbes sont décalées soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, dans cet exemple, c'est un cas réel, vous avez les courbes de vitesse radiale de l'étoile WDS 05, 167, etc. Et on s'aperçoit que les amplitudes de ces courbes sont quasiment identiques, près du même ordre de grandeur. Ce qui veut dire que la masse de l'étoile A est voisine de la masse de l'étoile B. Donc le rapport des masses est voisin de 1, la loi de Kepler donne la somme des masses, donc on a les masses individuelles.
Ici, l'intersection des deux courbes permet de trouver la vitesse systémique, c'est-à-dire la vitesse du centre de masse par rapport au Soleil. Les vitesses radiales, d'une manière générale, sont rapportées au Soleil, non pas à la Terre. C'est-à-dire qu'on prend en compte le mouvement de la Terre par rapport au Soleil. Alors, une autre catégorie d'étoiles doubles, ce sont les binaires à éclipse. Alors, elles sont intéressantes dans la mesure, déjà, premièrement, parce que le plan de l'orbite se trouve pratiquement dans la direction de l'observateur, c'est-à-dire que l'orbite est vue par la tranche. Donc ça donne un renseignement déjà sur l'orientation du couple. Alors ici, j'ai tracé la courbe de lumière. Alors, les étoiles s'occultent alternativement. Donc ici, j'ai l'étoile A qui est cachée, qui est la moins chaude, qui est la moins brillante. L'étoile A cache complètement, pardon, je dis une bêtise, l'étoile B ici cache complètement l'étoile A. Et je me trouve dans cette configuration. À ce moment-là, l'éclat est minimum. Ensuite, l'étoile B s'éloigne et l'éclat augmente jusqu'à atteindre un maximum lorsque les deux étoiles sont séparées. Et enfin, c'est l'étoile la moins brillante qui passe devant l'autre, pardon, l'étoile la plus brillante qui passe devant l'autre et qui l'occulte partiellement. Donc on a un minimum, mais beaucoup plus faible que le précédent. Alors si, parallèlement à la courbe photométrique qui est ici, on a la courbe des vitesses radiales, on peut arriver à trouver le diamètre de chacune des composantes. Alors je vais terminer par quelques évolutions particulières de certains systèmes qui sont proches. Alors ici, on a par exemple l'étoile A, là l'étoile B, et sont tracés sur ce schéma les équipotentiels, c'est-à-dire des courbes sur lesquelles la gravité et les forces d'inertie sont les mêmes. Alors, pourquoi? Parce que là, on prend un repère qui est lié aux deux étoiles. Donc, si on prend un repère qui est lié aux deux étoiles, ce n'est pas un repère galiléen, et par conséquent, on est obligé de prendre en compte les forces d'inertie. Alors, ici, on a les 5 points de Lagrange, ce sont des points d'équilibre particuliers, et on va s'intéresser au point de Lagrange L1. Et on s'aperçoit, on sait que si de la matière passe par ce point, de cette étoile, elle va aller sur l'autre. Bon, imaginez un bout de matière ici, s'il est de ce côté-ci, il va tomber sur cette étoile, s'il est de ce côté-là, il va tomber sur l'autre. Alors voilà le cas d'étoiles doubles serrées. Alors ce qu'on appelle le lobe de Roche, c'est l'équipotentiel ici qui limite, c'est la zone limitée par cet équipotentiel qui passe par le point de Lagrange numéro 1. Je l'ai redessiné ici. Alors, le lobe de Roche, c'est l'espace qui se trouve à l'intérieur. Les deux étoiles, on a vu tout à l'heure, ont la même date de naissance. Mais, compte tenu du fait qu'elles ont des masses différentes, elles vont évoluer à des vitesses différentes. Supposons que A soit la plus massive. Elle va évoluer plus vite que l'autre. Supposons que là, elle soit représentée ici dans la séquence principale. Donc elles sont au stade où en est le Soleil en ce moment. Après, l'évolution de la va se poursuivre, ça va devenir une géante rouge. Si son diamètre atteint le point de Lagrange ici, vous avez de la matière qui va passer sur la composante B. Donc la masse de B va s'accroître. Bon, dans ce cas, on dira qu'on a affaire à une binaire semi-détachée. Alors j'ai repris le dessin ici, donc la masse s'écoule vers B, et à ce moment-là, B étant la plus massive, disons son évolution va s'accélérer. Quant à l'étoile A, les scénarios possibles, suivants, vont dépendre essentiellement de la masse initiale des deux étoiles. Bon, si l'étoile A n'est pas trop massive, elle va finir comme naine blanche. L'étoile B, elle, va continuer son développement. Alors bien entendu, la distance des deux étoiles va varier au cours du transfert, simplement pour qu'il y ait conservation du moment cinétique.
Donc ça évolue constamment. Alors il peut arriver que cette étoile B devienne une étoile rouge et que sa masse se transfère à nouveau vers A. À ce moment-là, on aura un phénomène de nova. Si l'étoile A est une étoile à neutrons, on pourra avoir un phénomène de supernova. Bon, là j'ai brossé rapidement tout ce que peuvent apporter l'étude des étoiles doubles. Les masses et puis l'évolution particulière des étoiles. Voilà, je vais peut-être te passer la main pour la suite. Vous voyez que c'était, historiquement, ça a été déterminant pour l'astrophysique, parce que on n'avait pas de moyens entre guillemets, pour peser les étoiles, et l'utilisation des orbites d'étoiles doubles, ça a été un moyen quasiment direct, avec le petit bémol des problèmes des différences de masse entre A et B, mais à part ça, on avait une idée de la totalité des masses. Alors ça, c'était quand même quelque chose d'important. Alors, on peut dire maintenant, oui, on a suffisamment de données, on peut continuer, et pourquoi continuer, à faire de l'observation des étoiles doubles, mais les connaissances des orbites d'étoiles, elles sont finalement relativement réduites. On a actuellement plusieurs milliers seulement d'orbites qui sont connues, et avec la plupart pas connues avec une précision suffisamment importante pour avoir des modèles précis sur les masses. Donc il est toujours important de continuer à observer les étoiles doubles, même avec la présence de Gaïa. Vous avez vu, vous avez entendu hier l'exposé et la conférence, même avec Gaïa, il y aura encore une nécessité de continuer cette observation. Alors, et en plus, la connaissance, parce que l'observation des étoiles doubles, c'est quelque chose qui date de plusieurs siècles. Les premiers observateurs n'avaient pas les moyens techniques et informatiques maintenant, et en particulier, on n'avait pas une connaissance du ciel suffisamment précise. Donc les premières déterminations d'étoiles doubles, au point de vue des positions, elles étaient des fois un petit peu aléatoires. Et il est toujours utile de réobserver un certain nombre d'étoiles pour affiner la précision de leur position et mieux les connaître et mieux les suivre. Donc c'est dans ce sens-là que la commission des étoiles doubles continue à travailler. Alors, on va parcourir rapidement ces différents points. Bon, pourquoi mesurer? Vous en avez eu ici une démonstration. Après, c'est surtout sur les problèmes techniques qu'on va s'appesantir. Et puis on verra comment la commission des étoiles doubles de la Société astronomique de France peut aider ceux qui démarrent à poursuivre ou entamer un programme. Alors, voilà un exemple intéressant. J'ai pris volontairement cet exemple bien connu, qui est Gamma Virginis, qui est très facilement observable et qui, en 2005, est passé au Périas. Donc, pour nous, elle était très très proche de l'eau, et il fallait un instrument puissant de 40 à 50 cm pour pouvoir les observer. Alors voilà deux images qui sont ici, qui ont été prises à des moments différents et qui montrent l'évolution rapide d'une étoile à certains moments de leur orbite. Vous voyez, on a 5 ans d'écart entre cette allure-là, c'était avec le même instrument, et celle-ci. Alors vous voyez que l'angle, ici le mouvement est rétrograde. L'angle
légèrement, on va dire, si je rapporte alors ici, en 2008, on était grosso modo dans cette position-là, et puis maintenant, on est quelque part par ici. Et là, vous voyez l'augmentation de l'écart de séparation entre cette position-là et celle-ci. Alors, c'est un couple qui est connu, c'était un des premiers connus, de manière géniste. Il reviendra ce soir avec la conférence sur Chef. Mais la précision des observations à certains moments de leur vie fait qu'on peut avoir des informations cruciales. Et c'était le cas justement dans la position ici vers le périasme, puisque les dernières mesures qui ont été faites dans cette position-là ont permis de modifier sensiblement l'orbite précédente qui était due à un astronome qui s'appelait Strand, et actuellement un astronome italien que l'on connaît bien, Marco Scarpia, a utilisé les dernières observations qui ont été faites avec des moyens puissants, et on a pu recalculer une orbite qui donne maintenant un meilleur accord entre les observations et le calcul de l'orbite. Donc vous voyez que même encore actuellement, c'est important de pouvoir suivre les étoiles doubles et de continuer à effectuer les mesures. Alors un autre intérêt qui est illustré par ce document-ci. Ce document-ci est une image qui a été réalisée par un de nos collègues qui s'appelle André Devaquer. Il était en train de rechercher des étoiles qu'on avait négligées, qui ont été découvertes, et puis observées une ou deux fois depuis leur découverte, c'est-à-dire depuis 1 ou 2 siècles. Et il a fait une image du champ, et ça lui a permis d'ailleurs de cartographier un certain nombre de nouvelles étoiles qu'il appelait, son numéro ici. Voilà. Il a repéré aussi la position d'une étoile qui était découverte par John Herschel, et son document permet de calculer la position d'un certain nombre d'étoiles qui sont maintenant considérées comme négligées. Donc ça, c'est aussi un travail qui est au moins aussi important que celui de la mesure précise d'étoiles. Et puis enfin, Jean-Louis vous a parlé tout à l'heure des couples optiques. Eh bien, voilà la situation d'un couple optique. Alors, l'étoile principale est quelque part par ici. L'étoile secondaire, la voilà repérée à des périodes diverses. Et on s'aperçoit qu'elle n'a pas un mouvement circulaire autour de l'étoile principale, mais qu'elle décrit une trajectoire rectiligne. Et là, on se trouve dans la position d'un couple optique. C'est-à-dire que l'une des étoiles, alors c'est pareil, il y a la détermination aussi, parce qu'on n'a pas il faudrait avoir des valeurs précises pour savoir quelle étoile bouge. Mais en général, ici, c'est l'étoile principale qui est la plus brillante, qui est la plus proche de nous, qui bouge, et celle-ci, en fait, décrit l'état du fond du ciel. Et on a ici un autre cas, voilà, alors la principale est ici, la secondaire est là. Et à ce moment-là, on est dans le calcul de mouvement propre. On peut
il a essayé d'étudier la dynamique des étoiles proches, avec des étoiles galactiques proches. Mais c'est aussi intéressant parce que pouvoir étudier le mouvement des étoiles, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Voilà donc différents aspects de l'observation des étoiles. Alors pour ça, bien, il faut mesurer. Alors, mesurer, cela pose la question de l'instrument. Alors cet instrument, eh bien, il va avoir diverses qualités optiques qui sont liées au diamètre. Le diamètre, vous le savez, va donner ses possibilités, c'est-à-dire la capacité à séparer deux astres proches, mais aussi, comme il donne plus de lumière, un instrument important va donner plus de lumière, donc on va avoir accès à des magnitudes plus faibles. Alors, c'est difficile à dire de façon brute comme ça, mais statistiquement, un astronome qui était membre, qui est toujours membre de notre commission, et qui est un de nos conseillers scientifiques, c'est Jean Le Manger, un astronome belge, disait que des couples de moins de 3 secondes de séparation, en général, présentaient sur le plan de l'évolution orbitale pas trop d'intérêt. Et considérant leur magnitude, les couples qui ont une magnitude souvent proche de 9 ou en dessous pouvaient être des couples relativement intéressants. Donc si on se base sur ces données-là, pouvoir avoir accès à des séparations de l'ordre de la seconde, des magnitudes proches de 9, alors là, bien sûr, sur des observations visuelles ou sur des pauses courtes, ça suppose un instrument de 15 à 20 cm d'ouverture au minimum. Donc à partir d'un instrument de 15 à 20 cm d'ouverture, on peut commencer à être efficace et faire un travail suivi, considérant l'observation des étoiles. La monture équatoriale est une nécessité, quoique des anciens observateurs, je pense en particulier au regretté Paul Bèze, qui a observé dans les années 20-30, Paul Bèze avait commencé des observations avec un instrument azimutal. Mais le problème de l'instrument azimutal, c'est que vous avez une rotation de champ, et c'est extrêmement compliqué. Après, c'est-à-dire que régulièrement, il faut vérifier avec des défilements des étoiles dans le champ que l'orientation du zéro, et qui donne le nord, est toujours correcte. Mais ça peut se faire. Hein, pour ça. Maintenant, avec les moyens modernes, et en particulier avec l'informatique, on pourrait s'attaquer à l'observation des étoiles doubles et à leur mesure avec des instruments azimutaux, à condition bien sûr de pouvoir à chaque fois recalculer l'orientation réelle du champ. Alors se pose évidemment le problème de la turbulence qui est due à l'agitation de l'air, parce que il s'agit de faire des mesures de séparation avec des couples qui s'agitent souvent beaucoup, et c'est sûr que quand on a des images stables, on peut faire de meilleures mesures que quand on a quand on a des conditions d'observation avec beaucoup de turbulence. Alors à ce sujet-là, l'expérience montre que la position d'un observateur en ville, c'est pas une position très ennuyeuse, et au contraire qui peut offrir
un certain nombre d'intérêts. Parce que la ville peut donner, par rapport par exemple à des situations de montagne, des images un peu plus stables que dans certains lieux. Alors ça peut être dû au fait que en ville il y a toujours des animations de température et qu'il y a une chape qui s'installe au-dessus des maisons et qui maintiennent qui bloquent les mouvements d'air entre le sol et l'altitude. Bon, moi c'est ma situation, je suis en ville et j'avoue que par rapport à des observations en campagne, on n'a pas d'image plus désastreuse en ville qu'en campagne. Alors évidemment, il y a des sites, pour quelqu'un qui voudrait faire des observations d'étoiles doubles, il y aurait peut-être intérêt à aller chercher des sites particuliers, mais alors il faudrait faire des tests. Alors les lieux à éviter, ce sont des pentes, comme en particulier dans des zones accidentées comme ici. Il vaudrait mieux trouver des situations en sommet plutôt que des situations en flanc de pente, parce qu'à ce moment-là, on se trouve avec des mouvements soit ascendants, soit descendants de l'air qui peuvent avoir des remues. Et je me souviens en particulier avoir fait des observations à l'observatoire de Floirac, à côté de Bordeaux, qui se situe juste sur le coteau de la Garonne. Et dans certaines conditions de vent, eh bien, l'air arrivé frappé sur le coteau, l'observatoire se trouve en haut, et on se trouvait en haut sur une situation turbulente. Et quand le vent est orienté nord-ouest, on avait des remous conséquents, gênants, au-dessus de l'observatoire. Et c'était l'inverse quand on avait un flux d'est. Alors, là, il n'y a que l'expérience qui peut montrer l'intérêt d'une position ou d'une autre pour installer un observatoire. Alors ensuite se pose la question du type d'instrument, lunette ou télescope. Alors ça, bon, c'est toujours la grosse discussion. Bon, c'est vrai qu'une lunette, bon, c'est quelque chose de fermé, il n'y a pas de turbulence intérieure. Un télescope, et en particulier les systèmes Schmidt-Cassegrain, vous avez quand même 3 déplacements dans une zone qui peut être une zone turbulente. Quand les Schmidt-Cassegrain, c'est pareil, sont fermés. Le problème est plus délicat pour un instrument de type Cassegrain non fermé, parce que là, on a des remous dans le tube. Bon, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu embêtant. Alors, c'est vrai que les lunettes en optique, là, en technique optique, on fait beaucoup de progrès. En particulier avec la présence maintenant du fluoride, qui font que on peut avoir des lunettes relativement courtes et très bien corrigées, et qui donnent des images relativement propres. Le problème, c'est qu'un instrument imaginez une lunette de 15 à 18 cm, parce que ça peut coûter actuellement. Voilà. Alors qu'un instrument de 25 ou 30 cm, un Schmidt-Cassegrain ou même un télescope Newton est quelque chose maintenant de relativement abordable. Alors bon, si on prend un certain nombre de précautions, après, on peut toujours faire des observations avec un télescope. Et si on est méticuleux, on peut toujours avoir des résultats. Il y en a beaucoup actuellement qui utilisent ce type d'instrument. Je pense en particulier à Florent Loss, qui utilise un télescope de 40 cm en combinaison, en configuration de Newton, et qui obtient des images tout à fait correctes, avec des séparations de l'ordre de 0,3 secondes, qui sont vraiment à la limite de l'instrument. Bon, ça, j'ai envie de vous expliquer
le principe de la mesure, donc je n'y reviens pas. Là, j'ai mis là en bas, lorsqu'on fait des mesures par imagerie, maintenant on ne s'embête plus, hein, on travaille nord en haut. Donc c'est beaucoup plus simple pour pouvoir faire par exemple des comparaisons avec des cartes. Alors, les différents systèmes qui ont été utilisés dans l'histoire sont nombreux. Alors, le plus ancien, le plus connu, c'est le micromètre à fil, inventé, alors, ça c'est pareil, c'est difficile, soit par Auzout en France, soit par Gascoigne en Angleterre. C'est difficile, disons que les deux ont eu pratiquement à la même époque les mêmes idées. Bon, le principe d'utilisation du micromètre à fil, il est là. On a l'épreuve principale, la composante. On place un système avec un fil fixe, un fil mobile à l'intérieur de l'instrument, au niveau du plan focal de l'oculaire et de l'instrument, c'est plan focal commun, et le fil mobile rouge ici peut se déplacer pour venir se placer juste sur l'image du compagnon. On dit qu'on réalise à ce moment-là une bisection. Et on peut, à ce moment-là, lire avec divers moyens la séparation séparation métrique de cette valeur-là, soit avec un comparateur, soit avec des divers systèmes électroniques, pour ensuite répéter plusieurs fois ces mesures, effectuer des moyennes et ensuite relever, enfin avant ou après, l'angle de position avec le fil ici qui est perpendiculaire au fil fixe ou est perpendiculaire au fil mobile. Donc en général, dans un micromètre, on trouve ces trois fils-là, ou des fois même un peu plusieurs, selon les types de conception. Donc deux fils fixes, une croisée, un fil mobile qui sert à mesurer les séparations. Donc ce micromètre-là qui est monté sur la lunette de 50 cm de l'observatoire de Nice a servi beaucoup à Paul Muller et à Paul Couteau pour leur découverte de l'étoile double. Et le cadran gradué qui est là servait à mesurer les angles et cette partie-là à mesurer les séparations. Mais il y a en plus un système de détection ici électronique avec une sonde qui mesure les séparations et qui permet des angles. Voilà. Alors, la commande du fil mobile se fait avec cette molette qui est ici. Et on a une commande électronique qui sert à faire effectuer la rotation du micromètre ici, de cette partie-là, de la partie mobile, sur la patine. Voilà, ce sont des beaux instruments, souvent qui étaient fabriqués au XIXe siècle et qui étaient vraiment des merveilles de mécanique. Alors, ces instruments de type micromètre sont relativement rares maintenant parce que ce sont des pièces, ça peut être fabriqué, mais ce sont des pièces chères. Et actuellement, je ne sais même plus s'il y a encore des fabricants de micromètres à fil. Alors, d'autres systèmes ont été imaginés. Micromètre en V, ça c'est un projet que j'avais fait sur la citation de Paul Muller. Micromètre à fil parallèle tournant, donc on relève ici des angles, on réalise les bissections et puis on calcule les séparations. Donc ça c'était ce qu'on faisait dans les années 1980. L'utilisation de la diffraction peut être aussi un élément
de test. Et à ce moment-là, voilà une grille de diffraction qui permet de donner des images de diffraction qui sont là, par rapport, par exemple, voilà, l'étoile principale A. On a deux images dues à la diffraction qui sont ici. Les images de diffraction de B sont là. Et si on tourne la grille, bien sûr, on fait tourner les images de diffraction. Et on peut fabriquer des combinaisons optiques qui permettent de calculer les valeurs de la séparation compte tenu de la connaissance des intervalles, c'est-à-dire de la séparation des barres. Alors, la commission avait, considérant qu'il existait peu de micromètres fiables dans les années 80, avait mis en étude, et ça c'était le travail de Jean Miagati, de remettre à l'ordre du jour un micromètre à double image en utilisant une lame de Spath qui avait été utilisée initialement par Bernard Liot et Henri Canichel à l'Observatoire du Pic du Midi. Bon, c'est un système qui paraissait simple, puisqu'il s'agissait simplement, en faisant la rotation de la lame de Spath, de produire des doubles images. Alors voilà le principe, vous voyez, A et B, voilà une code double, et on crée en augmentant l'angle d'inclinaison une image A' et une image B', voilà, qui sont la réplique exacte du couple AB. Et on réalise à ce moment-là des systèmes visuels en égalisant les séparations. On essaie que toutes ces séparations soient identiques. Et à ce moment-là, on a 4 fois la valeur de la séparation AB. Alors vous allez me dire, bon, on n'a pas de repère précis, mais là, une fois qu'il est entraîné, il est tout à fait capable de reproduire avec précision ces séparations. Et l'expérience, puisque l'idée initiale était due à Paul Muller dans les années 1930, qui avait conçu un micromètre à double image, et Paul Muller a montré que la fiabilité de ce type d'observation était meilleure que l'utilisation du micromètre à fil. Puisque bon, si on réalise une petite erreur sur la séparation, donc on divise par 4, on le minimise. Alors on peut construire aussi d'autres systèmes, des carrés, ou tout simplement faire des mesures en valeur simple, en intercalant, vous voyez, on a toujours 4 images successives, mais on intercale à ce moment-là. Et là on est en simple D. Ça c'est bon pour les couples qui sont relativement écartés. Ça c'est bien pour les couples qui sont relativement serrés. Et avec ce type d'image, de système, on arrivait à obtenir sur des couples autour de 1 à 2 secondes des séparations, enfin une précision de séparation de l'ordre de 0,05 secondes, 5 centièmes de seconde. Donc c'était quand même relativement intéressant d'avoir ce type de micromètre. Donc ce micromètre a été réalisé en combien d'exemplaires? Une dizaine? Une vingtaine, oui, une vingtaine d'exemplaires qui sont partis en France. Les gens de la commission des étoiles doubles se sont équipés, mais aussi dans différents pays d'Europe et du monde, puisqu'il y en a aux États-Unis, il y en a eu en Angleterre, en Italie. Donc vous voyez, ça a relativement circulé. C'était un instrument qui n'était pas important et qui pouvait tout à fait s'installer sur des instruments d'amateurs. Alors, à une époque, on faisait des étoiles par imagerie photographique, hein, par exemple le cas de un IQ. Alors, vous voyez, on laisse défiler l'image
pour avoir l'orientation. On a ici le sens est-ouest. Et ça permet à ce moment-là, en mesurant cet angle-là, d'avoir, et en ajoutant 90 degrés, d'avoir la valeur de la donnée qu'on appelle θ, en donnant cette position. Ça, c'était un système de ma fabrication qui permettait de mesurer les clichés, vous voyez, avec un rapporteur, et puis un micromètre ici, qui servait à mesurer les séparations. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire des images quand les conditions sont bonnes, en faire le plus possible, et puis les mesurer quand il fait mauvais, comme maintenant. C'était l'avantage des mesures photographiques. Alors, par contre, avec le développement de l'électronique et de l'informatique, eh bien, maintenant, on a accès à l'imagerie numérique qui nous offre des avantages importants. Alors, on peut avoir des images de qualité grâce à des courts temps de pause, puisque les détecteurs électroniques ont l'avantage d'être beaucoup plus sensibles que la photographie. On peut avoir, grâce à l'informatique, un traitement numérique des images, donc on peut en traiter non plus 2, 3, 4, mais des centaines, voire des milliers. Et donc on est dans un champ qui est beaucoup plus intéressant. Et puis, avant, la difficulté, c'était d'avoir par exemple, je pense au micromètre à fil, une qualité de la vis micrométrique pour qu'on ait régulièrement des séparations bien connues. Et maintenant, avec les trames que l'on a sur les détecteurs électroniques, on a une fiabilité de structure que l'on n'avait pas à une certaine époque, puisque la valeur des pixels, les plus petits maintenant, c'est moins de 5 micromètres. Alors imaginez la qualité de fabrication pour qu'on ait ce type de structure. Donc on peut avoir confiance dans la trame et on peut se dire que le système que l'on a maintenant au foyer, c'est un système qui est relativement fiable et précis. Donc vous voyez que ça offre des tas d'avantages. Alors maintenant, d'autant plus que le marché nous offre des types de caméras relativement nombreux, donc on peut véritablement avoir confiance dans ce type d'observation. Et ce qui fait que maintenant, tous les collègues qui viennent à la commission des étoiles doubles, s'ils viennent, c'est pour pouvoir faire de l'observation avec des systèmes numériques. Alors ça suppose quoi? Ça suppose d'avoir un instrument, d'avoir une longueur focale suffisante, donc la nécessité souvent d'utiliser une lentille de Barlow ou un système équivalent, d'avoir un système, une monture sur lequel on puisse installer la caméra CCD, qui permet d'avoir à deux moments différents un contrôle de la cible, le centrage et le contrôle de la cible, disons, parce que comme on travaille avec des longueurs focales importantes et que les trames CCD, ce sont des trames qui sont toutes petites, de l'ordre du millimètre, il faut quand même pouvoir conserver la position de la cible à l'intérieur de la trame. Donc ça suppose un système de type monture qui peut être soit un système basculant, un miroir basculant, classique. Nous, pour à Nice, comme l'instrument est costaud, on avait utilisé un système à glissière. C'est-à-dire que l'on a
la caméra CCD qui est montée sur la glissière, et à côté, sur la glissière, on a l'oculaire de contrôle. Et on passe alternativement d'un système, d'une position à une autre. On pointe l'image avec l'oculaire. Quand l'oculaire, quand l'image est centrée dans l'oculaire, on bascule et on passe à la caméra. Et de cette façon-là, on peut avoir la certitude que l'image enregistrée, c'est bien l'image qui est pointée. Et puis, bien sûr, l'ordinateur qui est relié à la caméra, et qui permet d'enregistrer les images. Donc, ça nécessite effectivement l'utilisation d'un micro-ordinateur ou d'une tablette, mais bon, maintenant, c'est devenu aussi des objets qui sont relativement courants. Alors, les choix sont de plus en plus variés maintenant. Moi, j'ai utilisé cette caméra, là, la Skymix, qui avait un certain nombre d'intérêts que j'ai listés ici. On n'a pas besoin d'un format important, puisque les cibles mesurent, tout au plus, 1 à 2 minutes de séparation. Parce qu'en général, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt c'est de faire des mesures de séparation de quelques secondes, donc on n'a pas besoin d'un champ très important. Donc un système de type 640 par 480 pixels est bien suffisant. Il faut faire les choses avec vitesse, donc nécessité d'obtenir plusieurs images par seconde. Donc, pour ça, le format vidéo, c'est un format qui peut être intéressant. Il faut que la sensibilité soit bonne. Alors ça dépend bien sûr des caractéristiques de la matrice CCD. Et maintenant, on a, je pense en particulier au cas. Alors ça c'est important. Et pour ça, l'utilisation d'une matrice qui possède des pixels pas trop petits est importante. Parce que plus votre pixel est grand, plus il a capacité à enregistrer les photos avant qu'ils se mettent à les border, si on veut employer des termes grossiers. Et donc, des pixels plus petits vont être très rapidement saturés. Et à ce moment-là, le compagnon, s'il est faible, eh bien, on risque de ne pas l'avoir. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des pixels suffisamment grands. Alors c'était le cas de la Skymix, qui avait des pixels de 7 microns 4 de côté. Alors c'est pareil, c'est intéressant d'avoir des pixels carrés, c'est la plupart du cas maintenant, parce que sinon on est obligé de faire du calcul lorsque la position du compagnon est à diverses orientations. Le monochrome, c'est intéressant parce que là on peut avoir la sensibilité. Alors, je ne veux pas dire que la couleur est intéressante pour pouvoir faire de l'imagerie de présentation, si on veut travailler sur la couleur des étoiles doubles. Ça c'est un autre domaine que l'on peut aborder. Mais en général, faire des images en monochrome, quand on connaît bien la courbe, ça peut être intéressant. On peut même utiliser un filtre si on veut pour pouvoir caractériser la bande de longueur d'onde dans laquelle on travaille. Comme on travaille avec des courts temps de pause, ce n'est pas une obligation de refroidir, ça peut améliorer les choses, mais ce n'est pas une nécessité. Et ces caractéristiques font que ces caméras sont en général sur des coûts abordables. Alors donc j'en ai cité une, donc la Skymix de Lumira, mais il y a aussi, alors là celle-ci elle est refroidie, c'est la TIC 314L+, que je connais bien pour l'avoir utilisée. Elle
une très bonne sensibilité, des pixels pas trop petits, des pixels de 6 microns ou 4. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut fenêtrer les images, donc pour avoir simplement la zone que l'on veut observer. Et à partir du moment où on fenêtre, on arrive à obtenir des séries d'images, des séries de 4 images par seconde. Ce qui peut être, on sait limite, mais ce qui peut être suffisant pour pouvoir faire des acquisitions. Et puis, il y a une autre petite caméra qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est la PLA-X, qui a, elle, un capteur avec des pixels un peu plus petits, 5 microns 6, mais qui a une très bonne sensibilité. Le logiciel est tout à fait convivial et moi je la trouve aussi tout à fait abordable au point de vue des prix. C'est pas pour faire de la publicité, mais elle est diffusée par une 42 optique qui est actuellement avec nous. Il y aura la possibilité de refroidissement. Alors ça c'est une caméra que j'ai utilisée aussi et qui peut être tout à fait intéressante. Son prix c'est moins de 400 €. Alors, là, on va faire un petit peu de technique parce que si on veut avoir des mesures précises, il faut penser à ce qu'on appelle l'échantillonnage. Il est important de pouvoir observer et de mesurer en étalant suffisamment d'images sur la matrice. Alors, l'expérience montre que l'angle P, qui est couvert par un pixel, doit être suffisamment important. Parce que, vous voyez par exemple, 2 étoiles ici. Une étoile rouge et une étoile bleue. Si on veut pouvoir mesurer cette séparation-là pour une valeur proche du minimal de séparation pour l'instrument, ça suppose de pouvoir étaler l'image suffisamment sur les capteurs. Donc, il faut que cette valeur-là soit suffisamment grande. Et ça correspond à un rapport S sur D qui est de l'ordre de 25 à 30. D'où la nécessité d'amplifier, je l'ai dit tout à l'heure, la distance locale. Et pour pouvoir et avoir aussi une distance locale suffisamment stable pour pouvoir retrouver, grosso modo, toujours la même mise au point. Alors, la procédure, c'est la suivante. Alors, il faut orienter la caméra de façon à voir le nord quelque part. Bon, en général, le mieux, c'est de le mettre en haut maintenant. Définir la mise au point. Alors ça peut se faire sur une étoile brillante qui est proche, avant l'enregistrement. Enregistrer un noir soit avant, soit après, pour pouvoir traiter ces images. Enregistrer l'image d'un couple étalon. Alors là, comme on se trouve souvent avec des systèmes de type Schmidt-Cassegrain, dont la stabilité focale n'est pas toujours bien connue. D'autant plus que, vous savez que quand on fait la mise au point sur un système Schmidt-Cassegrain, on change la longueur focale. Donc, le mieux, c'est de bloquer la mise au point de l'instrument et puis d'utiliser un système de mise au point annexe qui porte la caméra. Et à ce moment-là, on fait la mise au point avec le système annexe.
Et alors ce couple étalon, ce sont des couples qui sont relativement séparés, que l'on a repérés, qui sont connus depuis plusieurs siècles, et qui sont relativement fixes. Alors en général, on fait, dans la zone où on est, une mesure, la commission en a relevé, ça doit être une bonne vingtaine de couples étalons, ils sont répartis pratiquement sur tout le ciel. Donc on fait une mesure de couple étalon avant, une mesure après, et éventuellement une au milieu si on n'est pas très sûr de ce qu'on fait. Une image d'un couple étalon, et puis ensuite on se met à enregistrer plusieurs centaines d'images des étoiles cibles. Et puis on remet ça avec les couples étalons. Et puis après dans le travail, on soustrait les noirs, on trie les meilleures images. C'est le système qui est utilisé par les anglo-saxons sous le nom de Lucky Imaging. Donc ça, c'est ce système-là. Et que l'on appelle, nous, plutôt technique de l'addition sélective d'images. Alors, on a ici une vidéo d'un couple qui est le gamin dauphin, bien connu, qui fait, vous voyez, voilà les deux images, ça fait en gros 8 secondes de séparation ici. Alors, on va lancer la vidéo, si elle marche, vous voyez, regardez. Voilà, bon. On a la turbulence. Voilà. Alors, cette image-là, on la passe sous Registax ou à Vistac ou quelque chose d'équivalent, ou tout simplement Iris pour ceux qui l'ont. Et il faut récupérer les images de la vidéo, les images séparées de la vidéo. Et ensuite, on effectue le traitement. Alors, avec d'autres systèmes, bon, je pense en particulier à la Skynix, on peut avoir directement ces images au format FIT. Et à ce moment-là, il suffit de les additionner et les traiter. Alors, nous utilisons avec des images, des séries d'images individuelles, le logiciel qu'a conçu Florent Loss qui s'appelle Reduc et qui permet en même temps de traiter les images et d'en faire la mesure. Et il utilise un logiciel qui avait été imaginé par Guy Morlet et Pierre Bacchus et qui permet à partir de l'allure de l'image, de pouvoir effectuer des mesures jusqu'au pouvoir séparateur de l'instrument. Alors on voit que voilà deux images de Reduc avec, vous voyez, ici en position Reduc. Alors il suffit de demander à Florent Loss ce logiciel et il envoie généreusement la dernière version. Il est gratuit, mais il faut le demander. Il n'est pas directement accessible. Alors, après, eh bien, quand vous avez mis au point votre matériel, eh bien, il va falloir penser au programme. Alors, eh bien, ça pourra être l'étude de couple négligé. Alors ça, c'est le WS, c'est le catalogue qui est géré par Washington, catalogue général d'étoiles. Et puis, soit par exemple traiter des couples plutôt rapides, si on a un instrument suffisamment puissant et que l'on est capable de traiter des images pratiquement au pouvoir séparateur, soit par exemple se consacrer à un observateur particulier et reprendre son programme. Moi c'est ce que j'ai fait par exemple avec Paul Muller et les gens
de Lille, de l'Observatoire de Lille, eux, ont repris les couples de Robert Jonker. Et puis, on utilise, alors, il y a des outils, une carte du ciel, le WDS est dedans, la type 2, il y a aussi Guide 8 qui peut être très intéressant pour localiser les couples, et puis on peut consulter bien sûr le CDS. Alors là, vous avez toutes les possibilités. Alors les ressources, je les ai notées ici, le catalogue de l'USNO, WDS, ici, on trouve sur le site de l'USNO, le CDS, qui est à Strasbourg, et puis bien sûr le site de la commission des étoiles doubles. On peut y accéder directement par le site de la SAF. Si vous êtes sur SAF Interactive, eh bien, vous le trouvez très facilement. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un travail utile. Si vous continuez, bien sûr, à observer de façon régulière, voilà le site, un extrait du site de la Société astronomique de France, de la commission des étoiles doubles. Donc ça, vous avez tout un tas d'aides que vous pouvez trouver là. Et puis pour aller plus loin, bien sûr, quand vous avez réalisé plusieurs dizaines de mesures, eh bien, vous pouvez les publier. Alors, voilà un exemple de publication, c'est celui d'André Debacker que j'ai cité au départ. Il y a un petit texte de présentation, bon, avec un résumé en anglais pour que ce soit accessible par les gens de langue anglaise. Il est référencé actuellement sur les sites, par exemple, on peut le trouver bien sûr au CES, et on peut le trouver aussi sur les sites anglais. Et puis, alors vous avez un exemple de présentation des mesures. La position correspond à la position du WDS, c'est la référence en fait, avec un classement par ordre de position droite. Le nom de l'étoile, qui est en général celui du découvreur. Voilà. Le type d'instrument qui a été repéré, le type de couple qui a été repéré, les magnitudes. Mais bon, ça, les magnitudes, c'est pas obligatoire, sauf si vous voulez mesurer. La date de l'observation, l'angle de position θ, la séparation ρ, le nombre d'observations qui ont été réalisées, et puis ici, des références et qui sont signalées, et le renvoi à des notes qui figurent en fin soit de tableau, soit d'article. Voilà comment se présente une publication. Voilà, et puis ces publications figurent dans la revue de la Société astronomique de France, dont je m'occupe. Vous pouvez vous y abonner, mais aussi on trouve des références dans l'astronomie en particulier. Et puis vous avez ici les références de la commission des économies. Alors, pour ce qui concerne la liste double, elle est en réflexion maintenant. Il y a quelqu'un de la commission qui est en train de s'en occuper. Alors, j'avais noté celle-ci, mais celle-ci, je pense qu'elle est obsolète maintenant. Alors, vous laissez tomber, mais par contre, le site est toujours là. Voilà. Et j'ajoute que tu es l'auteur d'un chapitre sur les étoiles doubles, d'un guide de l'observateur qui est en vente chez LMS. Voilà, et que l'on peut trouver aussi pour ce qui concerne les étoiles doubles sur le site. Il est actuellement en PDF.
Donc on peut le récupérer. Alors évidemment, c'est un document qui a été fait à la fin des années 80, mais qui commence un petit peu à dater parce que tout ce qui est imagerie actuellement, ça n'a pas été abordé. Alors, on est avec Jean-Louis à votre disposition, et même avec Edgar, puisque Edgar est le président de une commission, pour répondre à vos questions, en particulier voir les problèmes spécifiques que vous auriez si vous êtes intéressé pour vous orienter dans l'optique de la mesure. Des questions sur les couples de référence. Oui. Puisqu'il s'agit d'écoles doubles, ça doit quand même bouger dans les termes. Oui, oui. Et alors qu'ils sont valables combien de termes, pourquoi sont-elles des références? Oui, alors, les couples qui ont servi à Guy Morlet et puis à Pascal Mauroy pour en faire ces textes, ce sont des couples qui ont été étudiés depuis leur découverte jusqu'aux dernières mesures. C'est-à-dire qu'en général, on a de l'ordre de la centaine de mesures. Et quand on étudie ces mesures, on s'aperçoit effectivement que l'évolution est relativement réduite, voire insignifiante. Alors, ça peut s'expliquer de la façon suivante. Ce sont des couples souvent physiques, parce que ils ont été bien étudiés. C'est-à-dire que si on étudie leur mouvement propre, en général, pour les deux, c'est le même. Alors, ce sont des couples qui sont relativement éloignés l'un de l'autre, et dont l'orbite, c'est pas de l'ordre du lunaire, mais ça peut être de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Donc, à notre échelle, nous, à notre échelle humaine, vivant sur Terre, au maximum un siècle, c'est insignifiant. Donc, c'est tout, bouge très très peu. Alors, certains bougent, c'est-à-dire qu'on peut voir l'évolution se faire, et ce qui est intéressant justement, c'est que comme on continue à les mesurer pour pouvoir faire sincèrement détaillé, on a l'évolution des références. Donc on peut suivre leur évolution dans le temps. Et alors ça c'est ce que moi j'ai commencé à faire pour les couples qui nous ont servi de référence à Nice. Et on peut voir justement leur dérive. Et à ce moment-là, on peut signaler attention que le couple peut avoir telle dérive. Mais comme ce sont des couples qui sont séparés de plusieurs dizaines de kilomètres, et que nous, on s'intéresse à des couples séparés de quelques temps, donc si la différence est de l'ordre d'un dixième de séparation, et nous, on est intéressé par une séparation de l'ordre de 6 kilomètres. Et comme on utilise plusieurs couples étalons, pas l'intérêt, pas toujours être à lui-même, eh bien on peut avoir